Rebonjour aux éditeurs du podcast du RBIC. On est déjà rendu au 5e épisode, donc aujourd'hui, c'est mon énorme plaisir de vous présenter ce podcast avec professeur Mathieu Roy, un professeur et chercheur dans le département de psychologie à McGill. Dr Roy nous parle de la recherche sur la douleur et comment la bioimagerie nous a aidé à mieux comprendre ce domaine qui est très complexe. On a continué notre discussion pendant ce podcast en parlant de différentes douleurs comme la souffrance, les douleurs aiguës, les douleurs chroniques, les différences entre les hommes et les femmes. Et pour finir notre podcast, Dr. Roy nous a partagé ses résultats excitants sur la relation entre la musique et la gestion de la douleur. Donc j'espère que vous allez aimer ça. Si vous avez aimé ce format, n'hésitez pas à me contacter. Mon courriel est en bas dans la description et ça me fera un plaisir de faire un podcast avec vous et votre sujet de science intéressant. On va commencer. Vous pouvez vous présenter rapidement, donc qu'est-ce que vous faites, où est-ce que vous avez étudié et toutes ces choses-là. Oui, donc je suis professeur associé au département de psychologie de l'Université McGill. J'ai fait ma thèse en neuropsychologie à l'Université de Montréal avec Pierre Rainville et Isabelle Peretz. Mon sujet de thèse, c'était sur les effets de la musique sur la douleur et j'ai récemment recommencé à étudier ce sujet-là. J'ai ensuite fait mon postdoc à l'Université Columbia avec Thor Wager, où est-ce que je me suis spécialisé en imagerie fonctionnelle. Ensuite, je suis revenu à Montréal. J'ai fait un petit séjour de 2 ans à l'Université de Concordia avant d'avoir mon poste à McGill. En général, je m'intéresse aux bases cérébrales de la perception de douleur, donc comment le cerveau perçoit la douleur. Plus spécifiquement, je m'intéresse à comprendre les mécanismes qui peuvent expliquer là, les effets de plusieurs approches non pharmacologiques sur la douleur. Par exemple, on étudie les effets de la musique, les effets de l'exercice physique sur la douleur. On a aussi des études qui cherchent à comprendre comment le fait de s'engager dans une autre activité, une tâche cognitive ou même une tâche cognitive qui peut être passionnelle, comme par exemple jouer aux échecs pour des joueurs d'échecs professionnels, peut réduire la douleur. Finalement, on a aussi toute une série là, de projets de recherche sur la façon dont les gens prennent des décisions par rapport à la douleur. Donc, seriez-vous prêt à accepter tant de douleur contre telle somme d'argent ou préférez-vous avoir de la douleur maintenant ou plus tard? Ça aussi, c'est tout un autre volet de la recherche qu'on fait dans le laboratoire. Oh, super. Fun fact pour les gens qui écoutent en ce moment, cette étude justement de douleur maintenant ou plus tard, je l'ai fait sans savoir qu'on se faisait électrocuter. Puis c'était super le fun de d'arriver. Parce que quand tu es étudiant à McGill, tu peux faire des études pour des crédits. Puis des fois, tu lis pas vraiment dans quoi tu t'engages. Donc, c'était une super surprise. Après, on te le dit, là, pour l'éthique et tout, je veux pas que les gens pensent qu'on se fait électrocuter sans le savoir. Donc, on le souhaite. Oui, puis aussi, ben, souvent, c'est un petit peu difficile à expliquer aux gens que pour étudier la douleur, faut induire de la Ouais. douleur. Donc, le laboratoire, c'est c'est un peu comme Ouais. un donjon avec différents instruments de torture. Donc, on utilise les chocs électriques pour induire de la douleur ou des stimulations thermiques. Mais je voudrais rassurer les auditeurs là, que Oui, moi aussi, euh, je sais, j'allais faire après, j'étais comme, on, on c'était pas prend si la mal que peine ça. de bien calibrer l'intensité là, des stimuli douloureux pour que ce soit douloureux, mais tout de même tolérable. Je remercie d'ailleurs tous nos participants de s'être prêtés au jeu. Euh, Merci. D'ailleurs, le processus de calibration, c'est un truc que je m'y attendais vraiment pas. Dans le fond, c'est pas des normes que vous avez pour tous les gens, c'est vraiment par personne que vous allez calibrer qu'est-ce qui est leur, par exemple, qu'est-ce qui tolère plus ou moins, qu'est-ce qu'ils ressentent, qu'est-ce qu'ils ressentent pas. Est-ce que vous faites ça pour toutes les études ou c'est celle-là en particulier? Non, on le fait pour toutes les études. C'est pas tous les chercheurs là, qui font ça comme on le fait. Pour les stimulations thermiques en général, on sait à quelle température devrait se trouver le seuil de douleur, puis à quelle température ça commence à être très douloureux, puis où est-ce qu'il y a un risque de brûlure. Donc, on pourrait préassigner les mêmes températures là, pour tous les participants.
Mais le problème, c'est que éthiquement, on ne peut pas obliger les gens à tolérer, à tout tolérer là, Mhm. pendant notre expérience. Donc, les participants, à tout moment, peuvent retirer le stimulateur thermique. Donc, pour empêcher là, que ça se passe, on procède à cette procédure-là de calibration pour minimiser les chances que ça arrive. Puis lorsqu'on on regarde, par exemple, pour la douleur thermique, lorsqu'on regarde la température donne aux gens, on constate là, que c'est dans le range là, qui est supposé être douloureux, là. Donc, les gens sont honnêtes, là, se Oui. prêtent au jeu. Puis pour les auditeurs, le genre de douleur que ça élicite, c'est à peu près le même genre de douleur qu'on aurait si on prenait une tasse de café très, très chaude, puis on la garde là, juste quelques secondes là, pour ne pas l'échapper avant de la déposer sur la table. Ou lorsqu'on met le pied dans un bain qui est trop chaud, qui est brûlant, ben, on le garde quelques secondes, puis ensuite on le retire. Donc, c'est à peu près le même genre de sensation là, qu'on induit dans nos études. Après, avec tous ces trucs de calibration, on vient aussi au sujet du fait que je pense que la douleur, c'est un sujet vraiment dur à étudier parce que c'est très subjectif, justement. Mhm. Donc, est-ce que vous pensez que les outils de neuroimagerie nous ont aidés un peu à comprendre la douleur d'une façon peut-être plus objective, ou c'était quoi le rôle de la neuroimagerie justement dans l'étude de la douleur? Oui, oui, ben, donc, comme tu le dis, la douleur, non seulement la douleur est un peu subjective, mais elle est vraiment définie comme telle. Donc, si on regarde la définition de l'International Association for the Study of Pain, la douleur, c'est l'expérience subjective qui est associée à la perception d'un dommage tissulaire réel ou potentiel ou interprété comme tel. En d'autres termes, tant et aussi longtemps que quelqu'un croit qu'il a mal, c'est de la douleur. Euh, Plus récemment, on a essayé d'utiliser l'apprentissage automatique, là, le machine learning, pour développer des signatures objectives de la douleur. Mais c'est quand même important de considérer que ce que ces signatures-là essayent de prédire, ce sont les évaluations subjectives. Mhm. Donc, les évaluations subjectives restent en quelque sorte le gold standard pour mesurer la douleur. Et les signatures qu'on développe, les signatures prédictrices par définition, ne font qu'approximer cette évaluation de douleur-là. Mais est-ce que vous Euh, pensez que justement cet aspect subjectif rend peut-être la recherche plus complexe, ou même dans le domaine de médecine, souvent on a beaucoup de difficultés justement à traiter la douleur parce qu'on ne la comprend pas nécessairement? Oui, 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 puis c'est très intéressant. Donc, ce qu'on a constaté en essayant de faire ça, donc, on a à moitié réussi, à moitié échoué, mais les raisons pour lesquelles on aurait peut-être échoué sont quand même très intéressantes. Donc, très brièvement, là, c'est quelque chose qui a commencé pendant mon postdoc avec Thor Wager. Donc, Thor a été le premier à utiliser l'apprentissage machine pour développer une signature de douleur. Donc, la première signature qu'on a appelée Neural Pain Signature ou NPS a été développée pour prédire la douleur d'origine nociceptive. Donc là, c'est un petit peu de jargon, mais en gros, en recherche, la douleur, on fait la distinction entre la douleur, qui est l'expérience subjective, et la nociception, qui sont tous les processus objectifs déclenchés par des stimulus nociceptifs, donc des stimulus qui peuvent mener à la douleur. Donc, la première signature a été développée pour prédire la douleur qui était produite par différents niveaux de Mhm. stimulation thermique. Et puis, on a vu qu'on avait là, quand même des très bonnes propriétés là, prédictrices, sensibilité, spécificité, etc. Puis aussi, ce qui était comme un fait rare là, pour ce genre de neurosignature-là fonctionnelle, on a été capable de l'appliquer à d'autres participants, d'autres jeux de données sur d'autres scanners. Donc, c'est très sensible pour détecter la douleur d'origine nociceptive. Par la suite, on s'est fait un petit peu critiquer là, que c'est trop facile, dans le fond, là, de détecter différentes intensités là,
de stimulation thermique ou de stimulation électrique, etc. Mais en tout cas, ça a été notre première signature de douleur. Je suis un peu curieuse de savoir votre signature de douleur. Est-ce qu'elle se retrouve plus, par exemple, dans le cortex qui est associé au mouvement, ou c'est plus dans le frontal, où on va plus aller vers comment dire en français, un network qu'un pattern? Est-ce que c'est local ou c'est Mhm. plus distribué? Oui, oui, oui. OK, ben là, j'ai peut-être sauté une petite étape là, en allant directement dans les signatures de douleur. Donc, avant d'utiliser l'apprentissage machine, les techniques traditionnelles d'analyse des données d'imagerie cérébrale ont révélé que la douleur était représentée par un network de régions qu'on a appelé la matrice de la douleur. Donc, ces régions-là sont le thalamus. Ensuite, du thalamus, ça va au cortex somatosensoriel primaire, secondaire, cortex singulaire antérieur, insula, postérieur et antérieur. Il y a aussi des activations au niveau du tronc cérébral, de l'amygdale, du cervelet. Donc, Donc, c'est vraiment un mix de comme les émotions, tout ce qui est genre sensoriel, justement, ton toucher et tout. Puis il y a le ouais. thalamus qui, si ma mémoire elle est bonne, c'est vraiment pour tout coordonner ça, c'est ça? Oui, donc le thalamus, c'est un petit peu la gare de triage du cerveau. Donc, ça reçoit les afférences nociceptives, puis ça l'envoie là, aux bonnes régions du cerveau. Puis ces premières études-là en imagerie cérébrale étaient vraiment inspirées des études sur les modèles animaux où est-ce qu'on essayait de suivre les voies de la douleur. Donc, le stimulus douloureux active les nocicepteurs périphériques, ça fait relais dans la moelle épinière. De la moelle épinière, ça va au thalamus. On distingue en général deux voies, la voie latérale qui est plus sensorielle, la voie médiane qui est plus émotionnelle. Mhm. Puis chacune de ces voies-là va projeter à différents noyaux thalamiques. Puis de ces différents noyaux thalamiques-là, ils vont rejoindre différentes régions cérébrales. Donc, l'approche traditionnelle en neuroimagerie, ça a été de partir du stimulus, puis de voir qu'est-ce qui était activé Mhm. au niveau des aires cérébrales. Lorsqu'on a commencé à faire de l'apprentissage machine, on a un petit peu renversé la question, puis on s'est demandé qu'est-ce qui, dans le cerveau, prédit l'évaluation de douleur. Donc, on est rentré un petit peu plus dans le champ de la psychologie. Puis c'est intéressant ce qu'on a trouvé. Donc, pour la NPS, c'était essentiellement les mêmes régions. Il y en avait quand même plus. C'était un petit peu plus distribué, mais essentiellement dans les mêmes régions là, de la matrice de la douleur. Mais on a aussi été capable de détecter des patrons un petit peu plus fins au sein de ces régions-là. Parce que la plupart de ces régions-là, par exemple, le cortex singulaire antérieur n'est pas spécifique à la douleur. Le conflit cognitif, l'affect négatif, il y a plein d'autres choses qui vont activer le cortex singulaire antérieur. Mais là, avec cette signature-là de douleur, on avait quelque chose qui nous permettait de distinguer la douleur physique d'autres phénomènes apparentés à la douleur physique. Maintenant, Par la... ouais, excusez-moi, continuez. Oui. Par la suite, ce qu'on a constaté, c'est que tous les phénomènes de modulation non pharmacologique de la douleur avaient peu ou pas d'effet sur la NPS. Donc, les effets placebo, les effets de suggestion hypnotique, etc. Donc, dans un deuxième temps, quelques années plus tard, on a designé une deuxième signature qui cherchait à prédire sur la base de l'activité cérébrale une fois qu'on contrôle pour la température de la stimulation. Qu'est-ce qui prédit la douleur? Mhm. Donc, on a appelé cette deuxième signature-là la Stimulus Independent Pain Signature. Puis, donc, c'est un ensemble de régions complètement différents. Donc, on avait du noyau accumbens, par exemple, qui est une région motivationnelle. On avait du cortex préfrontal, etc. Donc, on pense que cette deuxième signature-là reflèterait plus les aspects psychologiques ou on pourrait dire cognitifs, évaluatifs, motivationnels associés à la douleur. Puis c'est ça, donc lorsque j'ai dit qu'on a réussi, mais peut-être un peu échoué aussi, c'est que on aurait aimé trouver une région ou un pattern qui est Ouais. prédictif de la douleur, mais là, on en a deux. Puis peut-être que si on compte, puis on en a d'autres pour la douleur chronique, donc on a plusieurs patrons qui sont prédictifs et ces patrons-là sont distribués à travers tout le cerveau.
Donc, finalement, la vision qu'on a présentement, ou c'est peut-être plus moi personnellement, là, parce que je suis à McGill, mais c'est une vision un petit peu plus hébbienne. Mhm. C'est une vision qui avait été proposée par Melzack, où est-ce que finalement, euh, tout le cerveau participe un peu là, à la perception de douleur. Donc, cette idée-là d'assemblée neuronale qui servent à représenter un état subjectif comme la douleur. Donc, des assemblées qui sont distribuées à travers tout le cerveau et puis qui ne dépendent pas là, d'une région en particulier. Mais pour moi, j'ai l'impression que ça fait beaucoup de sens dans le sens que, I mean, je suis pas dans ce domaine, c'est sûr, mais j'ai l'impression que la douleur, c'est aussi un grand apprentissage dans le sens que, puis comme l'apprentissage, c'est un truc qui va vraiment, tu sais, l'expression wire together, fire together, dans le sens que si par exemple on a de la douleur dans tel moment, en ressentant telle émotion, il y a tout ce pattern qui vient de se créer. Est-ce que vous pensez que la douleur, c'est justement, ça serait différent d'un apprentissage ou c'est quand même relié, en termes de comment ça va créer des patterns, des trucs comme ça? Je sais pas si ma question elle est claire. Ouais, ben peut-être je vais la reformuler, puis Oui. je vois deux pistes là, de réponse. Donc, y- donc, première piste de réponse. Donc, effectivement, il y a comme un aspect euh, socio-constructiviste associé à la douleur. Donc, on apprend à utiliser le terme pour désigner Mhm. certaines expériences. Mais ces expériences-là peuvent être en réalité très différentes, comme la douleur d'un mal de dents, d'un mal de ventre, d'une migraine, une démangeaison. Ça ressemble à la douleur, mais c'est pas vraiment de la douleur. Mhm. Une peine d'amour, souvent on va dire, en anglais, my heart is broken. Ouais. J'ai le cœur brisé. La métaphore fait référence à une blessure physique. Donc, finalement, il y a toute une famille d'expériences là, qui sont reliées entre elles sous le vocable de douleur. Ouais. Mais lorsqu'on essaie de regarder dans le cerveau, intuitivement, on cherche la douleur dans le cerveau, mais d'un point de vue objectif, la douleur, c'est pas une chose, c'est moi, j'aime bien l'idée d'une ressemblance familiale. Il y a plusieurs expériences qui se ressemblent, mais si tu en prends deux aux extrémités, elles peuvent être quand même assez différentes. Donc, euh, il y a un apprentissage à ce niveau-là, donc d'apprendre à utiliser le terme pour désigner certaines expériences. Mais c'est plus qu'un thème aussi. Il y a des schémas, tout ça. Donc, si on en vient à catégoriser une expérience comme de la douleur, ça va déclencher tout un schéma de la façon dont on va y réagir, bon, est-ce que c'est médical, est-ce qu'on va vouloir consulter, etc. L'autre piste de réponse, puis ça, c'est quelque chose que j'ai eu la chance là, d'étudier pendant mon postdoc, puis que j'étudie encore, c'est vraiment la douleur comme signal d'apprentissage. Donc, la douleur sert à deux choses. Donc, la première, c'est à capter notre attention pour qu'on s'occupe d'une blessure potentielle. OK? Et c'est pour ça que c'est important que la douleur soit une expérience consciente parce que ça doit être là, sur le top là, de notre liste de priorités. Il faut vraiment qu'on s'occupe d'une blessure réelle ou potentielle. La deuxième fonction de la douleur, c'est de faire en sorte que la même situation qui nous a causé de la douleur ne réarrive pas dans le futur. Ouais. Donc, il y a une fonction d'apprentissage. Et puis, cette fonction-là d'apprentissage peut être presque même tout aussi importante là, que la première fonction de protection de la douleur, parce que beaucoup des comportements qu'on a par rapport à la douleur sont des comportements qu'on va avoir en anticipation Mhm. de la douleur. Donc, par exemple, dans mon postdoc, on a pu voir que la substance grise périaqueducale générait une erreur de prédiction qui servait à apprendre de la douleur que l'on reçoit. Donc, dans toutes les théories là, d'apprentissage, la variable, la quantité qui est importante, c'est ce qu'on appelle l'erreur de prédiction. Donc, c'est la différence entre ce qu'on avait prédit et ce qui est arrivé. Mhm. Et dès qu'il y a une différence entre les deux, ben, il y a un potentiel d'apprendre
par rapport à notre environnement. Donc, pour le système de récompense, on avait vu que c'était surtout l'aire tegmentale ventrale et le noyau accumbens. Pour la douleur, on a découvert là, que c'était plutôt la substance grise périacodicale qui générait cette erreur-là de prédiction. J'ai deux questions pour vous par rapport à ce que vous venez de dire. La première, c'est que la première partie de votre réponse était par rapport à comment on définit la douleur dans la société. Est-ce que vous pensez que ça rend, c'est comme une limitation dans le domaine de la douleur en termes de comment est-ce que les chercheurs et les personnes définissent la douleur ou c'est un truc qui est assez bien défini en général? Donc, est-ce que la comparaison à travers, par exemple, la recherche se fait bien? Euh, D'abord, c'est la principale raison pour laquelle l'International Association for the Study of Pain a voulu Mhm. émettre une définition. Mais même la définition de la douleur qu'elle a faite, la définition exacte, c'est expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle ou décrite en ces termes. Plus ou moins. Là, ça. Donc, c'est très, très vaste. C'est assez ambigu. Ouais. Ouais, ben, finalement, comme je vous disais, ça revient à dire tant et aussi longtemps qu'on catégorise une expérience comme étant douloureuse. Et puis que ce qu'on entend par douleur, c'est quelque chose de sensoriel, donc une sensation désagréable par rapport à une région du corps. Là. Donc, c'est pas de la peur, c'est pas de l'anxiété, il y a vraiment une référence au corps et à l'idée d'une blessure. Donc, tant qu'on l'utilise pour désigner ce genre d'expérience-là, on est justifié là, dans notre utilisation du terme douleur. Mais c'est aussi pour ça que les chercheurs ont voulu définir un autre terme parallèle, qui est celui de la nociception, donc qui est plus Mhm. facile à manipuler pour un chercheur. Mais là, le problème auquel on se trouve confronté, c'est que même si la nociception va souvent produire de la douleur, euh, c'est pas nécessairement le cas. On peut avoir de la nociception sans douleur et inversement, on peut aussi avoir de la douleur sans nociception. Donc, c'est un petit peu là tout le mystère de la douleur, la fameuse douleur chronique qu'on a de la difficulté à comprendre et à traiter. Euh, euh, ça ne semble pas toujours lié à la nociception. Juste pour faire Mais une peux-tu revenir sur ta question? Parce que j'ai pas juste tout à une fait mini répondu. précision. Dans le fond, je voulais juste savoir si la comparaison se fait bien entre recherches. Mais puis je pense que vous répondez quand même à la question dans le sens que mais de ce que je vois, ça a l'air beaucoup d'être des trucs physiques. Est-ce que la douleur, par exemple, comment je peux dire, tu sais, par exemple, quand on est déprimé, il y a quand même une certaine douleur qui est associée Mhm. à la tristesse et des trucs comme ça. Est-ce que c'est un truc Ouais, aussi pris en compte ou c'est vraiment plus physique dans la recherche en général? ben, tout à fait. Puis ça me ramène là où est-ce que je voulais aller. Si on veut vraiment bien définir les termes, là, la douleur d'origine psychologique, on devrait plutôt lui réserver le terme de souffrance. OK? OK. Et la douleur serait quelque chose qui est physique ou un référent physique. OK? Donc, si tu te sens littéralement le cœur brisé, si tu le sens dans ton cœur, là, euh, on pourrait dire que c'est de la douleur, même si ça a été causé par une peine d'amour. Mais si on veut plutôt parler d'un mal-être plus général, qui n'a pas nécessairement un référent somatique clair, on devrait plutôt utiliser le terme de souffrance. OK. Néanmoins, puis dans le cerveau, ben, Thor puis un autre de mes collègues coréens ont fait l'étude de comparer les patrons associés à une peine d'amour et à de la douleur physique. Et les patrons, si on regarde des patrons sur l'ensemble du cerveau, sont différenciables, OK. OK, ce qui est pas étonnant. Mais il y a quelques régions qui encodent les deux expériences de façon similaire, dont le cortex singulaire antérieur, par exemple. OK, OK. Donc, Euh, ce sont et des régions quand même récurrentes qui ouais, vont participer dans autant la douleur physique et, disons, la souffrance. ouais. Et peut-être que c'est parce que le cortex singulaire antérieur est
impliqué dans la représentation de l'affect négatif en général. Donc, la douleur, c'est désagréable, une peine d'amour, c'est désagréable, et puis c'est pour ça que ils partagent certaines régions. Ensuite, est-ce qu'on peut dire que une peine d'amour, c'est douloureux? Ben, ça dépend si on veut le On faire va d'une tous façon réfléchir. Est-ce que j'ai eu mal? métaphorique, mais scientifiquement, on ne peut pas vraiment dire qu'une peine d'amour, c'est douloureux. Oui. Mais donc, c'est un peu le genre de question que cette approche-là par patron prédictif nous permet là, d'adresser. Il faut dire aussi que la douleur, ce n'est pas la seule expérience ou phénomène psychologique qui se bute là, au problème de la définition, puis tu sais, bon, on utilise un terme. Si on pense à toute la recherche sur les émotions, Mhm. on retrouve le même problème. Puis, c'est un problème là, qui a été soulevé avant qu'il soit appliqué sur la douleur. Donc, par exemple, dans le cas de la peur, qu'est-ce que c'est la peur? On peut avoir une peur existentielle de mourir, on peut avoir peur d'aller chez le dentiste. Lorsqu'on étudie la peur dans les modèles animaux, ben, c'est du fear conditioning, tu sais, du conditionnement classique, peur d'un choc électrique. Tu sais, donc, tous ces euh, phénomènes-là, ce sont des phénomènes subjectifs Ouais. euh, euh, qui, dans le fond, existent juste parce qu'on y croit tous collectivement. Un autre exemple de phénomène subjectif qui est fréquemment utilisé, qui n'est pas psychologique, là, mais qui illustre quand même bien ce point-là, c'est celui de l'argent. Donc, l'argent en soi, objectivement, ça n'existe pas. Ça existe uniquement parce que collectivement, on assigne de la valeur à l'argent, tout le monde en même temps. C'est ce qui fait exister l'argent, c'est notre croyance en l'argent. Ouais. Donc, via l'utilisation du langage, des représentations partagées, on fait de la douleur une réalité, mais c'est une réalité subjective qui n'a pas nécessairement de correspondance un à un avec des réalités objectives. Donc, bien sûr, la douleur est une expérience qui est produite par le cerveau, mais il n'y a pas juste une douleur. Ouais. Du point de vue du cerveau, il y a plusieurs douleurs. On a besoin de plusieurs patrons différents pour prédire la douleur. Et ça, dans le ratio réussite-échec, c'est peut-être une réussite de l'imagerie cérébrale parce qu'elle elle nous permet d'identifier quel type de douleur souffre est perçu par la personne. Donc, le niveau subjectif, toutes les douleurs s'équivalent. C'est difficile de dire je ressens tel type de douleur ou tel autre type de douleur. Souvent, notre langage n'est pas suffisant Mhm. pour vraiment bien décrire, distinguer différents types, différentes classes de douleurs. Mais du point de vue du cerveau, c'est très, très clair. Il y a des douleurs, par exemple, qui sont clairement produites par quelque chose un signal qui vient du corps, des douleurs d'origine nociceptive. Il y a d'autres types de douleurs qui sont non nociceptives. Donc, peut-être que ça pourrait être une voie là, de développement pour l'utilisation de l'imagerie cérébrale pour comprendre la douleur, la diagnostiquer, peut-être éventuellement guider le traitement, etc. Justement, c'était ça ma deuxième question. Une fois qu'on trouve de plus en plus de patterns, puis qu'on commence à comprendre justement comment les régions sont associées, est-ce que le but ultime, c'est justement de pouvoir regarder, disons, un scan et se dire, OK, euh, je comprends où cette personne a mal, par exemple, ou c'est vraiment d'utiliser le scan et l'évaluation subjective et les joindre ensemble pour faire justement une meilleure intervention, un meilleur traitement? Oui, ben, c'est sûr qu'il va toujours avoir un examen médical classique là, tu sais, qui va comprendre une évaluation subjective. Donc, on ne va jamais réellement la remplacer, mais effectivement, on pourrait penser que dans certains cas, ça pourrait aider au diagnostic. Donc, on n'est pas là présentement, mais on pourrait imaginer sur la base de l'imagerie cérébrale de dire, ben, tel patient souffre probablement de douleurs neuropathiques, même si on n'est pas capable de trouver
l'atteinte initiale là, au système nerveux, ben, ça pourrait mettre la puce à l'oreille puis dire au clinicien, ben, je cherche plus de ce côté-là. Ou par ailleurs, ça pourrait être quelque chose qui est plus, disons, entre guillemets, psychologique. Donc là, ça pourrait euh, nous mener vers d'autres types d'interventions. Je pense que c'est un truc, moi, c'est un truc que je trouve très, très curieux dans le sens que maintenant, je ne sais pas comment le domaine est parce que c'est pas mon domaine d'étude, mais je sais que c'est quand même dans le domaine de la médecine, traiter la douleur, c'est quelque chose de très, très difficile, surtout si on distingue entre la douleur chronique puis la douleur, c'est quoi le mot en français? La douleur Aigu, aiguë, aigu. voilà. Est-ce Ouais. que la neuroimagerie nous aide à distinguer ces deux-là? Donc, la douleur aiguë et chronique. Euh, oui, donc les patrons Mhm. d'activité sont complètement différents. OK. Donc, pendant longtemps, on pensait que comprendre la douleur aiguë allait nous aider à comprendre la douleur chronique, mais ça semble être... d'abord, la douleur chronique, on parle de douleur chronique, là, mais en réalité, c'est très hétérogène. Hein, là. Donc, la douleur chronique, elle est définie comme... il y a plusieurs définitions, là, mais comme de la douleur qui perdure plus que 6 mois. Et puis, Quand même. au cours de ces 6 mois-là, il faut avoir eu de la douleur au moins la moitié du temps. Euh, J'ai cru que c'était donc, beaucoup plus court que ça, honnêtement. Je pensais que c'était comme 2 semaines, douleur chronique. non, non, ben, il y a entre douleur aiguë et douleur chronique, on a une catégorie qui s'appelle subaiguë, OK. qui est entre les deux. C'est estimé qu'à peu près 15 à 20 de la population canadienne souffre de douleurs chroniques. Et Quand même puis, beaucoup. oui, oui, c'est énorme. Puis, c'est une des principales causes ou la principale cause d'invalidité avec la dépression. OK. Euh, euh, Donc, c'est un problème sociétal très important. Puis au sein de ça, là, il y a toutes sortes de conditions. Quelqu'un qui s'est fracturé la hanche, quelqu'un qui a de l'arthrite, des migraines, la fibromyalgie, les lombalgies chroniques, syndrome du côlon irritable. Donc, il y a beaucoup de troubles là, qui sont très différents. Donc, d'abord, il y a une grosse différence entre la douleur chronique et la douleur aiguë. Et là, il nous manque là, de données là, pour vraiment être capable d'établir ça, là, mais probablement que du point de vue cérébral, les différents types de douleurs ont aussi différentes signatures distinctives. Donc, Je pense que je suis encore sur le... Il y a une personne sur 5 au Canada qui a une douleur chronique. Genre, c'est quand même élevé comme chiffre. Puis c'est quand même très, comme on dit, tu sais, en termes de travail, de productivité et puis aussi de coûts pour la cité, ça va être quand même énorme, j'imagine, les coûts de la... oui, 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 ben c'est ce dont on essaie de convaincre les agences là, gouvernementales qui octroient des subventions, mais bon. Euh, et malheureusement, dans plusieurs cas, c'est difficile de la traiter. Oui. Donc, une des raisons, la principale raison, c'est que d'abord, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui la cause. Hein, donc, en général, pour à peu près 15 à 20 des patients, on arrive vraiment à trouver quelque chose qui cloche dans le corps. Là. Donc, ça pourrait être douleur neuropathique ou ça pourrait être quelque chose d'autre dans le corps qui explique la douleur. Euh, pour les autres, on n'a pas trouvé. Donc, peut-être OK. qu'on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe au niveau là, du corps, mais l'hypothèse prévalente, c'est que la douleur est maintenue par le système nerveux central, mais on ne comprend pas très bien. Donc, une des raisons pour lesquelles on n'est pas capable de traiter, c'est qu'on ne comprend pas très bien. Puis aussi, pour revenir à cette idée-là que euh, la douleur est distribuée dans le cerveau, Mhm. probablement, c'est ça. Donc, si la douleur, elle est un petit peu partout à la fois, elle va être difficile à traiter. Donc, c'est ça. Donc, c'est difficile à traiter aussi probablement pour cette raison-là.
Euh, En il y a plus, plusieurs... j'imagine qu'on parlait justement de cet aspect subjectif. J'imagine que c'est très dur pour les personnes de convaincre leur employeur ou de convaincre les autres qui ont justement de la douleur. Je sais que, par exemple, Mhm. les médecins ont souvent pas beaucoup de temps non plus. Fait que c'est très compliqué pour ces patients, justement, qui veulent essayer d'expliquer qu'est-ce qu'ils ressentent, puis qui ont besoin de se faire traiter, mais dans le fond, c'est quand même dur de comprendre qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre. Oui, 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 tout à fait. Puis, il y a beaucoup de stigmatisation par rapport à ça. Surtout quand on pense à certains syndromes douloureux chroniques comme la fibromyalgie, Mhm. que c'est encore un mystère, là, exactement qu'est-ce qui cause la fibromyalgie. Peut-être historiquement aussi, c'est un syndrome qui affectait plus les femmes. Donc, il y a beaucoup de stigmatisation historiquement. Mais je dois dire que quand même, ça a progressivement changé là, au cours des 20-10 dernières années. Donc, il y a un progrès là, à ce niveau-là. Mais c'est sûr qu'il faut là, continuer là, à éduquer les médecins, les infirmières pour qu'ils comprennent qu'est-ce que c'est la douleur. Je vais sauter quelques questions parce qu'on a mentionné les femmes, puis j'étais très curieuse, et les hommes. Je suis très curieuse de savoir, est-ce qu'on sait s'il y a une différence de sexe ou de genre en termes de comment on ressent la douleur, la tolérance, les trucs comme ça? Je sais qu'il y a cette Ouais, croyance que genre les femmes sont. J'ai entendu les deux, que les femmes sont plus tolérantes et moins tolérantes. Donc je voulais vous demander qu'est-ce que vous en pensez ouais, ouais, de ouais. ce mythe Ben, social. OK, OK. D'abord, c'est une question importante. C'est une question qui est difficile à répondre aussi là, parce qu'on marche un peu sur des œufs. Donc, Oui, si on dit, effectivement. si on dit qu'il y a des différences de sexe et de genre, ben, on peut se faire traiter d'être sexiste, mais s'il y en a réellement et qu'on choisit de les ignorer ou de ne pas en discuter, ben, c'est également un problème. Donc, je vais Juste essayer avant que vous ouais. continuiez, c'est un très bon point ce que vous dites. Puis je trouve que, personnellement, je trouve qu'on fait une très grande erreur en essayant vraiment d'ignorer justement ces différences biologiques. Donc, je pense que, euh, juste pour les écouteurs, je trouve que les différences biologiques pourraient vraiment informer comment est-ce qu'on essaie de traiter une femme ou un homme, autant d'un aspect psychologique que physique réel. Donc, je vous laisse continuer votre réponse. Ouais, ouais, OK. OK, ben j'ai plusieurs éléments de réponse. Donc, d'abord, pour répondre directement à ce que tu mentionnais, là, donc l'idée populaire que les hommes et ou les femmes seraient plus ou moins sensibles ou tolérants à la douleur, Mhm. ça, il y a relativement peu d'évidence qu'il y a des différences de sexe marquées. Ok. Donc, par exemple, pour tout ce qui est douleur évoquée par un stimulus, donc je fais venir des participants dans le laboratoire, je leur administre des stimulations thermiques, électriques, mécaniques, etc. Il y a très peu de différence dans la perception de douleur chez les hommes et les femmes. Et s'il y en avait, ce serait plutôt du côté d'une moins grande sensibilité chez les hommes. OK. Donc, quand on regarde les méta-analyses, là, il semble y avoir peut-être un petit effet, mais c'est vraiment négligeable. Euh, une affaire qui est intéressante à considérer, c'est que notre évaluation de douleur est subjective. Ouais. Euh, 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 on a des bons outils psychométriques là, pour évaluer la douleur. Euh, euh, Principalement, euh, différentes douleurs chez une même personne. Donc, je te stimule 2 fois, tu me donnes un 4 sur 10, un 8 sur 10. Pour un individu en particulier, ben, probablement que c'est réellement 2 fois plus douloureux là, pour le 8 que pour le 4. Mais entre deux individus, pour mesurer des différences interindividuelles, nos échelles, peut-être qu'elles ne fonctionnent pas si bien que ça. OK. Puis c'est parce que cette échelle-là de 0 à 10, le 10 est généralement défini comme la pire douleur imaginable. OK. Fait que c'est très Donc, différent à travers les personnes, j'imagine. ouais, selon leur expérience passée, leur capacité à imaginer, etc. Donc, c'est difficile là, de comparer des évaluations de douleur entre deux individus. Il y a des façons de contourner ce problème-là, mais ça reste quand même difficile. Euh, pour la tolérance à la douleur, souvent, la question est posée en termes de tolérance. C'est important de noter que
la tolérance, c'est vraiment pas la même chose que la perception de douleur. Donc, lorsqu'on demande d'évaluer la douleur, on demande aux gens de l'évaluer le plus objectivement possible, comme ils évalueraient, par exemple, le volume d'un son. Pour la tolérance, c'est plus psychologique, contextuel. Donc, la douleur qu'on peut tolérer va vraiment dépendre du contexte. Par exemple, si on me donne 1 milliard de dollars, je serais prêt à tolérer là, beaucoup de douleurs, là, tu sais. Ouais. Donc, ça, c'est tout un autre ensemble de facteurs. Puis, pour cette raison-là, ça a été un petit peu moins étudié dans le domaine. C'est des questions que j'étudie dans mon laboratoire par l'entremise de toutes nos études sur la prise de décision par rapport à la douleur. Et là, on ne remarque pas vraiment de différence de sexe ou de genre, quoique on n'a pas vraiment bien cherché. OK. Donc, malheureusement, la plupart de nos études Inconclusive, en ouais. laboratoire sont faites sur des étudiantes en psychologie. Ouais. Donc, on manque là, d'échantillonnage là, pour vraiment être capable de tester là, cette hypothèse-là. Donc, peut-être qu'il y aurait des différences. Le nœud du problème, c'est plutôt là, autour de la douleur chronique. Ouais. Donc, il y a une plus forte prévalence de femmes qui ont de la douleur chronique. Si on regroupe tous les syndromes douloureux chroniques ensemble, c'est à peu près 60% de femmes. OK. Si on considère certaines conditions plus spécifiques comme la fibromyalgie, c'est 80-90% de femmes. Donc, il semble y avoir des différences de sexe et ou de genre par rapport à ça. Je sais Euh, qu'à travers plusieurs domaines, dont par exemple le sommeil, la cognition, les émotions, la dépression, les évaluations subjectives des femmes vont souvent être plus négatives. Est-ce que vous pensez qu'il y a un impact de ça aussi dans la douleur, par exemple, qui vont être plus portées à reporter de la douleur ou à aller consulter pour de la douleur, contrairement à un homme? oui, donc là, dans ce cas-là, ce serait entièrement expliqué là, par des facteurs socio-culturels. Donc, c'est pour un homme, c'est moins bien vu de se plaindre. Donc, ou ils n'iront pas consulter. Donc, certainement, ça peut contribuer. C'est sûr que tu sais, ça va être multifactoriel. Récemment, ce n'est pas encore publié, mais c'est très intéressant. Là, ça va venir bientôt. Il y a mon collègue Étienne Vachon-Presso qui a passé beaucoup de temps à étudier là, les données de la UK Biobank. Ouais. Donc, ce qui est fantastique avec la UK Biobank, c'est qu'on a des données par rapport à la douleur d'à peu près un demi-million de personnes, Mhm. des douleurs longitudinales. Donc, lui, ce qu'il a constaté, c'est que la douleur était reliée à l'identité de genre. Donc, en regardant là, plusieurs questions qui étaient euh, prédictifs du sexe, mais qui n'étaient pas des données biologiques. Donc, le revenu, le type de travail, etc. Il est parvenu à développer un genre d'index du genre ou de sex role. Mhm. Puis ça semble associé à la présence de douleurs chroniques. Mais il a aussi vu qu'il y avait certains facteurs biologiques comme la testostérone euh, euh, qui était un facteur important aussi là, pour expliquer là, les différences de genre dans la prévalence. Donc, c'est un problème complexe. Il y a des facteurs sociaux, mais il y a aussi des facteurs biologiques. Mais c'est quand même une question très intéressante. On va prendre un petit moment pour absorber ce qu'on vient d'apprendre. Donc, c'est notre moment d'annonce. N'oubliez pas d'aller visiter notre site web, le www.blog.rbic-cubin.qc.ca et aussi notre page Twitter et Instagram où est-ce qu'on annonce nos nouveaux articles et nos nouveaux podcasts. Je vous invite à aller voir un article récent sur la gestion de la douleur à travers les passe-temps qui nous passionnent. Et je vous invite aussi à écouter nos autres podcasts sur des sujets comme le sommeil, le genre et le sexe et les différentes carrières de différents chercheurs. Je vous laisse retourner au podcast. À plus! Revenons à un sujet dans lequel que vous êtes peut-être un peu plus familier. Moi, j'avais vu, je ne me rappelle pas si c'était dans Radio-Canada ou TVA, j'ai oublié lequel, que vous aviez parlé justement de l'impact de la musique sur la douleur. Mhm. J'ai trouvé, j'étais hyper surpris, j'étais comme, c'est quoi? Comment est-ce que la musique pourrait avoir un impact justement sur la douleur?
Donc, est-ce que vous voulez parler un peu de ça, les résultats que vous avez trouvés, puis qu'est-ce que ça veut dire justement avoir un impact de la musique sur la douleur? Oui, oui, tout à fait. Ben là, je vais peut-être commencer par parler de certaines des études là, que j'ai faites durant ma thèse. Oui. Donc, ce qu'on a vu, c'est que des musiques qui étaient jugées agréables par les participants réduisaient la douleur, alors que des musiques qui étaient plus désagréables n'avaient aucun effet ou augmentaient la douleur. Donc, c'est pas juste le simple fait là, d'écouter un stimulus auditif qui va avoir un impact sur la douleur. Faut qu'il y ait d'abord un effet là, sur notre humeur OK. pour avoir un effet sur la douleur. Puis aussi, ce qu'on a pu voir, c'est qu'on avait un effet même sur des indices objectifs de la nociception spinale. Donc, en plus de recueillir des évaluations subjectives, on peut aussi mesurer l'amplitude du réflexe nociceptif de retrait. Donc, si on stimule le nerf sural là, au niveau de la cheville, ça va produire un- un petit réflexe qui corrèle avec l'amplitude de la douleur. Donc, on a vu un effet de la musique aussi sur ce réflexe-là. Donc, c'était intéressant parce qu'on avait aussi une mesure objective là, de la douleur. Plus récemment, j'ai recommencé à m'intéresser à cette question-là, puis on a commencé à tester d'une façon plus systématique là, différents types de musique pour savoir lesquels étaient les meilleurs pour réduire la douleur. Et puis, on a constaté qu'il semble y avoir deux voies empruntées par la musique pour réduire la douleur. Donc, la première, c'est vraiment relié directement à l'appréciation de la musique. Quand tu écoutes de la musique que tu aimes beaucoup, Mhm. ta musique préférée, le genre de musique qui, chez certaines personnes, va même produire des frissons, la chair de poule. Bon, donc, ce genre de musique-là va avoir un impact très important sur la douleur, de l'ordre de ce qu'on peut observer pour, par exemple, des opioïdes. Ce type de Vraiment? musique-là est très... Oui, si on demande aux gens d'apporter leur musique préférée, la condition contrôle en a plusieurs. Donc, on a le silence où on peut prendre leur musique, puis on la mélange, on la coupe en petits morceaux de quelques centaines de millisecondes, puis on la mélange pour garder un stimulus auditif, mais détruire là, la structure musicale. OK. Ça fait un stimulus qui est perçu comme neutre par la plupart des participants. Mais cette musique-là préférée peut avoir un effet très profond sur la douleur. À savoir si ça perdure dans le temps, c'est comme une autre question, mais pendant que tu écoutes la musique, l'effet est très fort. Puis, on pense que c'est associé à un phénomène de flow. Donc, la théorie du flow en psychologie, c'est cette idée-là d'un état d'absorption euh, mentale qui est très importante et qui n'est pas associée à une sensation d'effort. Donc, par exemple, les sportifs professionnels, lorsqu'ils sont dans leur pratique sportive, vont rapporter ce genre d'état-là de concentration intense, mais qui se fait, disons, de façon automatique. Donc, je pense que la musique, c'est un genre écouter de la musique qu'on aime beaucoup, c'est un genre d'activité qui peut produire cet état-là. Puis, Robert Zatorre à McGill a montré que ce genre d'état-là, puis aussi qui est associé aux frissons musicaux, est associé à l'activité du système de récompense dopaminergique, donc le noyau accumbens, entre autres. Donc, on vient de recevoir une subvention pour voir un petit peu plus le rôle de ce système-là dans les effets de la musique sur la douleur. Donc, si ce Euh, système joue un rôle justement quand on joue de la musique, ça pourrait quand même expliquer pourquoi ça a un effet similaire justement aux opioïdes et tous les trucs comme ça, qui, si ma mémoire elle est bonne, font aussi partie du même genre de circuit, plus ou moins. oui, donc pour cet effet-là, la recherche nous dirige plus vers la dopamine, Yeah. qui aurait un rôle complémentaire aux opioïdes là, dans les circuits de récompense. Donc, les modèles prévalents là, de récompense font une distinction entre ce qu'on appelle en anglais le wanting Mhm. versus le liking. Donc, la dopamine serait davantage reliée au wanting Mhm. et les opioïdes au liking. Donc, quand tu
cherche une récompense. Donc, mettons, pour un animal, ce serait essayer imagine un écureuil parce qu'ils sont tenaces, les maudits écureuils, mais qui cherchent de la nourriture. La dopamine, c'est vraiment ce qui va leur donner la drive là, d'aller chercher la nourriture. Puis bon, quand ils ont la nourriture puis qu'ils la consomment, le plaisir ressenti à ce moment-là, ce serait davantage lié aux opioïdes. OK. Donc, c'est un des modèles qu'on utilise. Et donc, lorsque tu écoutes de la musique activement, quand tu suis la musique, t'anticipes aussi, la musique crée des attentes, va répondre à ces attentes. Donc, quand tu es vraiment absorbé dans la musique, c'est comme, c'est ça, si tu recherchais constamment quelque chose en l'écoutant, tu es toujours en train d'anticiper la prochaine note. Puis si la prochaine note est celle que tu avais prédite, ou peut-être encore meilleure, là, tu vas avoir une erreur de prédiction positive, puis ça va contribuer à ton appréciation là, de la musique. L'autre mécanisme, Excuse-moi, tu peux continuer, vas-y. ben, l'autre mécanisme qu'on a observé à travers quelques études semble beaucoup plus basique et primaire que ça. Donc, le premier mécanisme dont je te parlais, il faut vraiment écouter activement la musique. Mais il y a des raisons de croire que la musique pourrait avoir un effet plus primaire. Euh, et puis, on pense que cet effet-là prendrait racine dans la relation entre les jeunes enfants, les jeunes bébés, les nourrissons et les mères ou les parents là, qui s'en occupent. Euh, et ce qu'on constate, c'est qu'il y a une chose qui est universelle par rapport à l'usage de la musique, c'est que dans toutes les cultures, le chant est utilisé pour réguler l'état émotionnel du nourrisson. Donc, les pleurs, les coliques, pour endormir les nourrissons, ça a un effet directement sur leur activité, puis ça permet de les calmer. Donc, la musique relaxante a un effet presque automatique sur l'anxiété et sur la douleur, même si on n'y prête pas vraiment attention, on va avoir cet effet-là. Je pense que c'est comme une autre voie par laquelle la Très musique peut intéressant, réduire la ouais. douleur. Ben, je me demande, est-ce que ultimement le but, ça serait de l'utiliser en clinique ou même parce que si moi je suis vraiment surprise, je suis encore sur le ça remplace les opioïdes. Pas ça remplace, Non, mais non, mais je ne dis pas que ça remplace je veux juste dire que c'est les tailles d'effets qu'on a pour la musique préférée, c'est à peu près du même ordre, là. est-ce qu'on pourrait Donc, le remplacer dans certains cas? Peut-être pas toutes, c'est sûr que je suis pas en train de dire que euh, c'est ben, un à tout, là, mais comme. ouais, ben, la musicothérapie, là, ça existe depuis longtemps. OK. Et puis, bon, par ailleurs, c'est beaucoup plus vaste que ce qu'on fait en laboratoire, là. Donc, il y a beaucoup de musicothérapeutes qui nous diraient ben, ce que vous faites, c'est bien, mais nous, on fait de la thérapie, là. Donc, il y a une relation avec le patient. On va chercher des pièces musicales qui ont un sens pour eux. Donc, bon. Donc, eux, ils font autre chose, puis disons encore plus. Moi, je m'intéresse plus au fait de, bon, qu'est-ce qui arrive juste quand tu écoutes la musique. Mhm. Donc, les effets dont je te parle sont très marqués lorsqu'on écoute la musique. OK? OK. Donc, mettons, si tu vas te faire arracher, je te recommanderais pas de prendre juste ça, là, mais Ouais. mettons, tu vas te faire arracher une dent, ça va vraiment aider. Donc, c'est bon OK. dans ce genre de situation-là. Mais la plupart du temps, dans ta journée, tu veux faire autre chose qu'écouter de la musique, là, donc peut-être que c'est moins pratique pour ça, mais une hypothèse qui m'intéresse et que j'aimerais tester parce que les gens rapportent que les effets perdurent par-delà l'écoute de la musique. Puis peut-être que l'analogie que je ferais, c'est, disons, avec des vacances. OK? Donc, dans ton année, quand tu prends tes vacances, ça te permet de te reposer, tu te sens bien. Puis quand tu retournes au travail, ben, tu es plus d'attaque. Ouais. Donc, toutes ces activités-là qu'on fait dans notre journée, ça peut être la musique, ça peut être autre chose, mais qui sont très agréables, qui nous donnent du bonheur, ben, même quand elles sont terminées, elles vont laisser un effet qui va perdurer là, pendant un certain temps. On va se sentir plus reposé, on va se sentir peut-être avec un petit peu plus d'énergie, on va se sentir davantage d'attaque là, pour
différentes activités de la vie quotidienne qu'on a à faire. Donc, je pense que la musique peut avoir cet effet-là aussi là, qui perdure même après avoir écouté la musique. Je pense que c'est beaucoup par rapport à... On vient au gros thème de résilience, dans le sens que quand on est une personne qui, disons, qui fait beaucoup de sport, qui étudie beaucoup, qui se régule peut-être un peu mieux qu'une autre personne, ça doit sûrement aider pour justement l'expérience de la douleur ou la tolérance. Ce qui m'amène à ma prochaine question. Je voulais savoir pour les personnes qui sont plus stressées ou déprimées, est-ce que leur perception de la douleur change? Ou le contraire, est-ce que, par exemple, si tu as de la douleur, tu vas être plus déprimé? Tu sais, il y a comme cette direction, cette association bidirectionnelle ici, là. Donc, je voulais Ouais. savoir un peu qu'est-ce que vous en pensiez. Oui, oui, ben elle est là, puis c'est un beau problème là, de d'œuf ou de la poule, là. Donc, en clinique, c'est très difficile de départager là, les deux. Donc, on voit qu'un va influencer l'autre, mais savoir est-ce que c'est la douleur qui engendre le stress qui engendre la douleur, ultimement, c'est difficile euh, à, à savoir. Euh, un des gros problèmes, c'est que c'est normal d'avoir mal dans la vie, tu sais. Donc, C'est vrai, mais donc, on essaie tellement d'éliminer la douleur qu'on oublie que c'est important d'avoir mal quand même de temps en temps. ouais, ouais. Mais c'est pour ça que quand les patients y arrivent, ça fait déjà plusieurs semaines qu'ils ont mal. Donc, la seule façon d'étudier ça là, de façon là, précise, ce serait dans un devis prospectif où est-ce que tu sais, tu prends des gens au hasard, puis bon, t'espères qu'il y en ait qui développent de la douleur chronique. Donc, ça a été fait une fois, là, à ma connaissance, puis c'est quand même difficile à faire. Puis je pense que ce que cette étude-là a monté, c'est vraiment que le stress va prédire la douleur, mais une fois que tu as la douleur, ça produit encore plus de stress. Donc, un genre de cercle vicieux. OK. En laboratoire, on peut induire de la douleur, voir si ça produit du stress et vice-versa. L'anxiété, est-ce que ça peut produire la douleur? Donc, j'ai joué un petit peu avec ça dans ma thèse. Donc, si on montre, on peut induire du stress avec des images désagréables, des images un peu qui choquent, puis la perception de douleur est augmentée. Un truc que j'avais vu, malheureusement, je me rappelle pas du chercheur, c'était vraiment pendant un cours de psycho, justement, que j'avais pris pendant mon bac. Il y avait cette idée que certains traits de personnalité étaient associés avec ressentir plus ou moins de la douleur. Donc, par exemple, si tu es une personne hostile ou des traits comme ça, je sais pas si c'est un truc qui vous dit quelque chose. Est-ce que les traits de Ben, personnalité c'est sont peut-être avec associés Michael Sullivan, c'est un petit peu sa spécialité. Donc, Michael Sullivan a développé une échelle de pain catastrophizing qui réfère plutôt à des attitudes par rapport à la douleur. Donc, c'est pas spécifiquement un trait de personnalité. Mais oui, donc, il a vu que certaines personnes qui vont avoir tendance à catastrophiser, donc, c'est-à-dire à magnifier la douleur, puis aussi à Ouais. sentir qu'ils ont peu de contrôle par rapport à elle, vont ressentir plus de douleur, mais aussi vont souffrir davantage des handicaps associés à la douleur. Euh, Moi, je suis un chercheur qui m'intéresse plus spécifiquement à la perception de la douleur. Donc, euh, oui, je pense qu'il y a un effet sur la perception de la douleur, mais je pense que beaucoup des effets du catastrophizing ou si on parle de personnalité, du neuroticism, Ouais. donc la tendance à être anxieuse en général. Donc, beaucoup de ces effets-là vont avoir trait à la façon dont on a de prédire, d'anticiper la douleur et d'essayer de l'éviter. Donc, si la douleur nous fait plus peur, donc si on a davantage peur d'avoir mal, on va émettre davantage de comportements d'évitement de la douleur. Et ces comportements d'évitement-là sont problématiques pour plusieurs raisons. Donc, la première, c'est que souvent, il y a un prix à payer pour éviter la douleur. Donc, par exemple, je n'irai pas jouer au hockey parce que j'ai peur d'avoir mal. Ben, tu sais, le hockey, tu vois tes amis, tu vas prendre une bière après. Il y a beaucoup de choses que tu vas perdre là, Ouais. en évitant.
d'avoir mal. Puis la deuxième chose qui est problématique, ça c'est bien connu, c'est que l'évitement est un phénomène qui est auto-renforcé. Donc, le comportement d'évitement va être renforcé par l'absence de douleur. Ouais. OK? Mais peut-être que si on avait émis le comportement, peut-être que la douleur, elle est partie de toute façon, là, tu sais, mais on n'aura jamais la chance de l'apprendre si on ne réessaye pas ces comportements-là Ok. qui, Je vois par votre le point. passé, ont mené à la douleur. Donc, très rapidement, c'est comme un cercle vicieux, puis on peut se retrouver pris là, dans un coin. Donc, en psychologie, les modèles psychologiques prévalents de chronicisation de la douleur, ce sont des modèles, en anglais, on va dire de fear avoidance, Mhm. c'est-à-dire de peur-évitement. Donc, c'est un petit peu comme pour les phobies. La peur de la douleur va causer beaucoup de handicap, puis il faut trouver des façons là, de sortir là, de ce cercle vicieux-là. Puis souvent, ça va être une partie des thérapies vont devoir utiliser là, l'exposition graduelle pour aider certains patients. Donc, il y a certains patients qui sont plus à risque de souffrir de ça pour aider certains patients à réaliser bon, ben, que peut-être que le risque de douleur n'était pas aussi grand que ce qu'ils pensaient. Ça, c'était une autre de mes questions. Je sais que si ma mémoire elle est bonne, la première ligne de traitement pour la douleur, c'est les, toutes les drogues pharmaceutiques. Je voulais savoir, c'est quoi les résultats qu'on a sur la thérapie? Puis, est-ce que la thérapie a des résultats comparables à, par exemple, certaines drogues? Ouais, c'est une bonne question. Euh, pour avoir une réponse exacte, là, Une question complexe mais aussi, je pense. ouais, ouais, ouais. OK. Donc, ça dépend à qui on parle. OK. Donc, Mais si on parle à une compagnie pharmaceutique, je pense que la réponse, elle est claire pour eux, mais comme si on parle à d'autres choses, oh, c'est non, non, différent. non. Mettons quelqu'un comme Jeff McGill à McGill qui est plus, Ouais. disons, pessimiste. Donc, lui va dire, il n'y a rien qui marche, même pas la thérapie. Donc, OK. donc, il va dire même Bon. même les médicaments, la plupart des effets qu'on observe sont placebos si tu fais bien l'étude, tout ça. Il va dire OK. la thérapie, il faut traiter beaucoup de. Bon, et puis aussi, ça dépend de comment on Mais le définit. placebo est très important quand même, là, donc Ouais, ouais, ouais. Puis OK. aussi, ça dépend aussi comment on définit qu'est-ce qui est successful, qu'est-ce qui est Ouais. un traitement. Il peut y avoir plusieurs objectifs. Donc, pour ce qui est de la douleur perçue, euh, là, c'est plus nuancé. Mais pour ce qui est du niveau de fonctionnement, la thérapie est très efficace. Ça, il n'y a aucun doute pour aider les patients à fonctionner en dépit de la douleur. OK. Euh, Puis moi, les chiffres que je regarde en général montrent qu'il y a aussi un impact là, sur la perception de douleur. Puis, bon, qu'est-ce qui vient avant quoi? Est-ce que la douleur est réduite parce que finalement, on a été capable de réintégrer ou de retourner là, à un fonctionnement un petit peu plus normal? C'est dur à dire, mais en général, on a un effet sur la douleur. La première ligne de traitement qui est recommandée, donc quand on regarde les recommandations médicales, c'est l'information au patient. Donc, l'information au patient, ce n'est pas de la thérapie, là, dans le sens que c'est juste une ou deux séances, mais de prendre le temps d'expliquer au patient comme qu'est-ce qui se passe. Euh, il semble que c'est ce qui va avoir le plus grand impact là, sur le pronostic. OK. Euh, Parce que pour les patients, c'est lorsqu'on a mal, la réaction naturelle, c'est par exemple de cesser de bouger, OK? Parce qu'on a peur d'aggraver la blessure. Bon, mais dans la plupart des cas, il y a peu ou pas de risque là, d'aggraver la blessure. Là. Lorsqu'on parle de douleur chronique, c'est que la douleur reste, mais le corps est guéri. OK. Donc, juste de l'expliquer aux patients, dire, ça arrive souvent, il y a beaucoup de patients qui continuent à avoir mal, mais vous n'avez pas à avoir peur de vous blesser et même que euh, graduellement reprendre là, des activités, ben, c'est ce qui va permettre là, à la douleur de partir. Ça va être très important. Mais ensuite, bien sûr, c'est au cas par cas. Il y a beaucoup de patients qui vont bénéficier de traitements pharmacologiques. Euh,
Donc, le mot d'ordre, c'est un petit peu d'utiliser tout ce qu'on a là, dans Mhm. la trousse à outils, là, donc les approches pharmacologiques, non pharmacologiques, etc. Mais je dois quand même mentionner que la plupart des approches pharmacologiques sont relativement peu coûteuses, Mhm. mis à part la thérapie là, qui est un petit peu plus coûteuse, mais si on regardait vraiment les coûts, je ne sais pas. Et puis, on n'ont pas d'effets secondaires. Donc, Donc, c'est sûr que il y a pas de développement de tolérance et tout en termes de médicaments. Non, pour les approches non pharmacologiques, il n'y a Ah, pas ok, d'effet ok. secondaire. Ok, Pour les ok. approches pharmacologiques, bien entendu, il y a des effets secondaires importants. Ok. Donc, au cours de la dernière décennie, on vient de passer à travers, on est encore dedans, là, la fameuse crise des opioïdes. Ouais, ouais. Donc, ça cause de la tolérance, de la dépendance. Il y a une proportion importante de participants qui vont mal utiliser. En anglais, on dit misuse, Mhm. les opioïdes. Donc, ils vont commencer à les prendre pas pour soulager leur douleur, mais parce que ils ont une sensation là, de craving. Là, ils sont dans euh, un état de dépendance à la drogue. Donc, c'est un problème important. Les opioïdes aussi, c'est extrêmement dangereux. Là. C'est Mhm. facile d'en faire une surdose. Euh, Ouais, c'est quand même un gros problème par rapport à comment on gère la douleur. Surtout, je regardais justement les statistiques par rapport au nombre de personnes qui vont développer un problème après une chirurgie ou un truc comme ça, puis c'est quand même frappant de voir que c'est peut-être pas nécessairement la meilleure des méthodes. Mais si on move away de ce sujet, vous avez mentionné le mouvement, donc dans les douleurs chroniques et tout ça, que c'est important de continuer à bouger. Donc, est-ce que vous pouvez développer un peu là-dessus l'activité physique? Est-ce que ça a un effet protecteur? Est-ce que ça va nous aider à nous récupérer? Donc, c'est quoi? Ou c'est plus l'effet social ou l'effet de sortir qui fait que l'activité physique a un effet positif par rapport à la douleur? oui, non, il y a plusieurs études qui montrent que l'activité physique a un impact important sur la douleur. Euh, le, le- Ici, juste pour apporter une certaine nuance, là, si on regarde les grandes méta-analyses comme les méta-analyses Cochrane, elles vont dire que l'état des connaissances, la qualité des études est de faible ou à modéré. Et méthodologiquement, là, un des problèmes qu'on a avec l'activité physique, c'est que c'est très difficile d'avoir une condition de contrôle euh, appropriée. Ouais, Donc, avec un médicament, ben, c'est facile, tu donnes une pilule qui est inerte. Mais avec l'activité physique, tu sais, qu'est-ce que tu leur fais faire, là, tu sais, donc, c'est ça. Mais néanmoins, il y a quelques études qui montrent que l'intensité de l'activité physique est un facteur important, etc. Donc, ça suggère quand même là, que l'activité physique en soi euh, peut avoir des effets importants sur la douleur. Euh, mais mis à part là, cette distinction-là méthodologique, là, la plupart des patients qui vont s'engager dans un programme d'entraînement physique vont avoir des bénéfices par rapport à la douleur. Donc, dans mon laboratoire, on vient de finir une étude sur ce sujet-là. Puis, on voit là, donc on a pris euh, 70 patients qui avaient des lombalgies chroniques. La moitié d'entre eux ont fait un programme de 14 semaines d'entraînement, 3 fois par semaine, des séances d'1 heure. Puis, la douleur diminue rapidement pour arriver à une sorte de plancher là, après 4 ou 5 semaines. OK. Puis ensuite, les effets là, sont maintenus dans le temps. Puis c'est en général là, ce que les autres études montrent aussi. Euh, Puis c'est des patients qu'on a scannés aussi avant et après. On a pris des prélèvements sanguins aussi. Et ce qu'on a constaté, c'était que la connectivité des circuits de récompense va changer suite à cette intervention Mhm. d'exercice physique-là. Donc, on n'a pas beaucoup de bons marqueurs là, de cérébraux de douleur chronique, mais un marqueur qui avait été rapporté précédemment dans la littérature, c'est cette connectivité-là.
dans le circuit de récompense, donc entre le noyau accumbens et le cortex préfrontal médian. Cette connectivité est plus marquée chez les patients qui ont de la douleur chronique. Et nous, ce qu'on a vu, c'est que l'exercice physique réduisait la connectivité fonctionnelle et structurelle au sein de ce réseau-là, ce qui est dans ce cas-ci bénéfique. Ça semble être bénéfique. Et moi, je pense que c'est relié à l'anédonie qui est associée à la douleur chronique. Donc, lorsqu'on souffre de douleur, le cerveau, dans le fond, perçoit que le corps est blessé. Mhm. Et la réaction naturelle pour le système nerveux, c'est de se sentir fatigué, puis on est moins motivé à faire toutes sortes d'activités. Et puis, initialement, ce genre de réponse-là cérébrale qu'on appelle en anglais General Illness Response, donc réponse de maladie, réponse générale associée à la maladie, est bénéfique parce que ça force l'organisme à se reposer et à récupérer. Mais probablement que ce qui se passe dans la douleur chronique, c'est qu'il y a comme une espèce de déconnexion entre l'état réel du corps et puis comment le système nerveux perçoit le corps. Donc, suite à l'exercice physique, les gens se sont sentis davantage énergisés, ont recommencé à faire leur ménage, à faire les activités de la vie quotidienne qu'ils ne faisaient pas. Il y en a beaucoup qui ont, on ne leur a pas demandé de faire ça, là, mais spontanément, ils ont réduit leur médication aussi. Mhm. Leur humeur s'est améliorée. Et puis, lorsqu'on a regardé avec les prélèvements sanguins, lorsqu'on a examiné qu'est-ce qui se passait là, sur l'expression des gènes, on a vu que ce qu'on appelle en anglais les pathways, donc des ensembles fonctionnels là, de gènes, il y avait eu beaucoup d'activité au niveau des gènes associés à l'inflammation. OK. Donc, ce qu'on pense, c'est que à long terme, l'activité physique produit des effets anti-inflammatoires. Donc, ça va réduire l'inflammation systémique qui est associée à la douleur chronique. Et puis, indirectement, ça va avoir un impact sur le fonctionnement du cerveau. Je pense que c'est là où on voit vraiment l'importance justement de cette session d'information que vous avez mentionnée plus tôt. Donc, justement, pour encourager les participants à continuer leur activité malgré la douleur chronique. Vous avez mentionné un peu la fatigue, puis moi, je suis chercheuse dans le sommeil, justement. J'aime le sommeil, je pense que c'est comme mon chouchou. J'adore étudier le sommeil. Donc, je voulais savoir, est-ce que le manque de sommeil a un impact sur notre perception de la douleur? Je sais pas si vous êtes familier avec le sujet. Je sais que c'est pas trop en ce moment. Relativement peu, mais dans nos études, on a, par défaut, puis pour des bonnes raisons, là, on a le questionnaire de Pittsburgh là, sur Le PSUR? ouais, la qualité du sommeil. Puis c'est sûr qu'on voit que c'est relié à la douleur chronique. Oui. Donc, Est-ce euh, qu'on en- connaît la direction ou pas encore? non, c'est ça. Donc, c'est le même problème qu'avec l'anxiété, etc. Donc, en gros, ce qu'on constate, c'est que souvent, bon, la douleur chronique, ça commence par de la douleur aiguë. Donc, on a mal à une partie du corps, puis ça perdure dans le temps. Puis, chez une bonne proportion de patients, on va voir que la douleur, entre guillemets, se centralise. Donc, par ça, ce qu'on entend, c'est que on va voir le développement de symptômes qui suggèrent des altérations au niveau du système nerveux central. Donc, par exemple, pour la douleur, on va voir la douleur se développer à d'autres sites que le site initial. Donc, ça suggère que le système nerveux est peut-être un petit peu moins bon pour filtrer Mhm. la douleur. On va avoir un sentiment de fatigue, des troubles cognitifs à se concentrer, un affect négatif, dépressif et puis des troubles de sommeil. Donc, ça vient comme en paquet, là, tous Un beau ces, paquet, oui. C'est ça que je ouais, vois, un c'est beau un paquet. super Donc, paquet. le sommeil est là-dedans, mais puis dans ce cas-là, on voit que c'est peut-être secondaire là, au développement de la douleur, mais ce serait intéressant de voir là, l'effet d'un manque de sommeil. Si c'est quelque chose Mhm. qui peut être induit là, en Ouais. laboratoire. Là. Donc, probablement, ouais. S'il y a une étude en cours sur le sleep deprivation, là, ça pourrait être une bonne opportunité de se greffer puis avoir un petit test de sensibilité à la douleur Ouais. après. Il faut remarquer que
peut-être qu'on pourrait être surpris, hein. Peut-être que aussi, des fois, si on est très fatigué, épuisé, ça se peut que ça réduise aussi notre Ouais. perception de douleur. Ça peut aller dans les deux sens. C'est un bon point. Je pensais justement à ça que des fois, sur certains trucs, par exemple, qu'on est très fatigué, on est plus tant alerte aux signaux de notre corps. Là, c'est un peu dur de savoir qu'est-ce qui se passe dans notre corps quand on est très fatigué. Mhm. Ouais. Ça mène à une de mes dernières questions et ma question préférée d'ailleurs. Euh, et je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent la même question. Donc, de nos jours, on a beaucoup de médicaments qu'on peut acheter à la pharmacie, dont les Tylenol et les Advil. Donc, euh, la question de ma vie, dans le fond, c'est comment est-ce que l'Advil ou la Tylenol sait où est-ce qu'on a mal? Donc, tu sais, si par exemple j'ai mal à l'épaule, Ouais. comment est-ce que l'Advil juste peut, genre, parce que je pense pas que c'est un médicament qui est précis, là, comme tu sais, c'est pas un truc, c'est pas une injection, c'est pas un. Donc, comment est-ce que les douleurs, disons, quote unquote, partent quand on prend un Advil ou un Tylenol? Ou un Ouais. médicament dans le genre? Ouais, ouais. Ben, d'abord, OK, ben, donc pour le Advil, Ouais, donc la molécule dans l'Advil, c'est de l'ibuprofène. ouais, C'est ce qu'on appelle un anti-inflammatoire non stéroïdien et ça va avoir un impact sur les processus inflammatoires. Donc, pour toute douleur qui a une origine inflammatoire, ça va être un bon médicament à utiliser. Et puis, la plupart des médicaments qui sont en vente libre dans les pharmacies vont être dans cette catégorie-là mhm, d'anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc, ça agit sur les processus inflammatoires en périphérie. Le Tylenol, donc la molécule, c'est de l'acétaminophène. C'est un médicament, euh, d'ailleurs, je ne suis pas un spécialiste là, en pharmacologie, là, mais le mécanisme d'action est un petit peu plus compliqué. ok, On pense que ce serait un mécanisme d'action plus central. C'est le genre de médicament qui a été mis en vente avant qu'on comprenne là, complètement là, les mécanismes d'action. Donc, ça aura un impact peut-être un petit peu plus au niveau du système nerveux central, probablement plusieurs mécanismes. Un des mécanismes là, qui me vient à l'esprit, c'est un effet indirect sur le système sérotoninergique qui est ok, impliqué dans ce qu'on appelle le contrôle descendant de la douleur. Donc, le cerveau envoie constamment là, des signaux à la moelle épinière pour filtrer la douleur et certaines de ces voies descendantes-là sont sérotoninergiques. Donc, il y aurait un effet plus central. Donc, ça suggère que le Tylenol, entre guillemets, serait bon un petit peu pour tout, parce que si on ok, filtre la douleur au niveau du système nerveux central, ben on est sûr, entre guillemets, d'avoir un impact sur la douleur, alors que l'ibuprofène serait davantage approprié pour des douleurs inflammatoires. ok, Ça, c'est ok. pour les mécanismes d'action. Ben, est-ce qu'il y avait quelque chose d'autre Non, c'était vraiment dans ta plus. question? Je me demandais comme, tu sais, comment est-ce que la pilule, quote unquote, sait où on a mal, mais j'imagine que justement, c'est un truc plus général, comme vous dites, de. Pas nécessairement que, tu sais, la pilule n'est pas intelligente, là, comme dit, c'est comme. Ouais, ouais, ouais. Puis l'acétaminophène a relativement peu d'effets secondaires. Donc, on va avoir des effets hépatiques, de la toxicité hépatique si on en prend beaucoup à long terme, Mhm. ou si on a déjà des problèmes hépatiques qui nous rendent vulnérables. Mais en général, c'est un médicament qui est très, entre guillemets, là, sécuritaire. OK. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens vont avoir un impact sur le système gastro-intestinal, peuvent causer des saignements des ulcères. Donc, OK. si on les prend à long terme, ce sont des médicaments qui peuvent être plus dangereux. Aussi, il y a une étude récente là, de notre collègue Luda Diachenko qui a montré dans des modèles expérimentaux, donc ça reste à confirmer, là, mais qui ont montré que peut-être que la prise d'anti-inflammatoires en réponse à la douleur aiguë peut augmenter la probabilité de développer de la douleur chronique à long terme. Puis vraiment, le problème, c'est qu'on ne l'avait jamais vraiment étudié là, dans la durée comme ça. Mais notre hypothèse, c'est que justement, lorsqu'on a mal, il y a une phase d'inflammation aiguë.
Ouais. qui a toutes sortes d'effets néfastes, là, mais suite à cette première phase-là d'inflammation aiguë, il y aurait une deuxième phase anti-inflammatoire qui vient, disons, réguler la première. C'est une réponse du Euh, corps, c'est ça? Ouais. Donc d'abord, il y aurait une première vague inflammatoire qui serait suivie par une deuxième vague anti-inflammatoire. Donc, souvent, la plupart des systèmes biologiques sont organisés de cette façon-là. Là. Lorsqu'on a une réponse aiguë, le système vient en arrière là, pour réguler cette réponse-là et puis ramener l'inflammation à un niveau normal. Donc, les molécules pro-inflammatoires vont déclencher la sécrétion de molécules anti-inflammatoires qui vont venir plus tard. Et l'idée serait que si on bloque l'inflammation aiguë, ben, du même coup, on bloque la deuxième phase qui est anti-inflammatoire, qui, elle, pourrait avoir des effets bénéfiques. Donc, ça suggère là, que c'est peut-être une arme à double tranchant. Euh, C'est quand même intéressant comme processus de... Parce que je sais que maintenant, les Advil, puis Tylenol, puis tous les médicaments de ce genre, c'est un truc qu'on prend peut-être un peu trop fréquemment. Donc, c'est un truc à réfléchir peut-être en tant que... Est-ce qu'on devrait les prendre et tout, ou les vendre aussi facilement? J'arrive vers la fin. Donc, est-ce que vous aviez des résultats de bioimagerie ou de recherche en général que vous faites en ce moment qu'on n'a pas mentionné, que vous voudriez mentionner ici, ou n'importe quoi que j'ai pas mentionné que vous voudriez rajouter comme mot de la fin? Ouais, ben peut-être pour la bioimagerie, là, j'aurais une dernière étude là, Bien sûr. que j'aimerais mentionner. Justement avec mon ancien postdoc Vincent Tachereau-Dumouchel, qui est maintenant en psychiatrie là, à l'Université de Montréal. Donc, Vincent fait du neurofeedback. OK. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'avec l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, on peut mesurer en temps réel l'activité du cerveau et la représenter aux participants là, visuellement. Donc, nous, ce qu'on utilisait, c'était la taille d'un cercle qui était présenté à l'écran. Et puis, ce qu'on a fait avec Vincent, c'est de voir si on pouvait pas utiliser les signatures de douleur pour apprendre aux gens à réguler leur propre douleur. Donc, dans cette étude-là, on a pris la CIPS. Donc, ça, c'était notre deuxième signature cérébrale qui était entraînée là, pour prédire des variations de douleur qui ne sont pas dues à l'intensité du stimulus nociceptif. Donc, les gens étaient venus au laboratoire pendant 5 jours consécutifs, au scanner pendant 5 jours consécutifs. Les jours 1 et 5 sont des jours de test. Les jours 2, 3 et 4 sont des jours d'entraînement, le neurofeedback. Donc, on décode, et il n'y a pas de douleur, hein, les jours 2, 3 et 4. On les met dans le scanner, on décode leur activité cérébrale avec la CIPS. On était en double aveugle, on avait un groupe de upregulation. Donc, Mhm. on leur montrait comment augmenter cette activité cérébrale-là. On avait un groupe de downregulation où on leur apprenait à réduire leur activité caractéristiques là, de la CIPS. Et puis le 5e jour, on les a testés, puis on a vu qu'on avait un effet là, sur la perception Juste, de douleur. Donc, pour on peut s'en comprendre, servir pour faire ça. pour comprendre un peu mieux, quand vous voulez dire augmenter cette connexion ou la diminuer, c'est à travers, c'est comment vous faites ça? Donc, par exemple, à travers On leur donne de l'argent. Ok, je vois. L'essai commence. On aurait pu présenter n'importe quoi, là, mais dans ce cas-là, on a présenté des points qui bougent à l'écran. Ok. Dans une certaine direction. Donc, quand ils détectent ça, on leur dit, il faut que tu fasses quelque chose là, pour avoir la récompense. Il faut que tu modifies l'activité de ton cerveau pour essayer d'atteindre la récompense. Et puis, ensuite, euh, euh, on enregistre l'activité cérébrale, puis on calcule le niveau d'expression de la CIPS. Et puis, s'ils réussissent bien, ben là, on leur donne plus d'argent. S'ils réussissent moins bien, mais sont quand même dans la bonne direction, on leur donne un petit peu d'argent. Ainsi de suite. Donc, ouais. C'est assez intéressant comme... Donc, tout d'abord, ce qui était remarquable pour moi, là, moi, c'était ma première étude de neurofeedback, c'est que les gens sont vraiment capables d'apprendre à réguler leur CIPS, puis on était en double aveugle. Donc, l'augmenter ou la diminuer, ça, il n'y a aucun doute qu'ils sont capables de faire ça. Ensuite, est-ce qu'on a un impact sur la douleur?
Là, c'était un petit peu plus un stretch, mais Mhm. ce qu'on a constaté, c'est on avait un impact sur la douleur dans la mesure où proportionnellement à la capacité des gens à moduler l'activité de leur CIPS. Mais c'est quand même fascinant parce que d'abord, ce que ça nous montre, c'est que ce patron d'activité cérébrale a un lien causal avec la douleur. Ouais. Avant, on pouvait juste établir des corrélations. On voit ce patron-là, puis ça prédit la douleur, mais là, on voit vraiment qu'il y a un lien causal. Donc, ça, c'est intéressant pour cette raison-là. Et puis aussi, ça offre la perspective de entraîner les gens à réguler la douleur sans leur administrer de douleur, donc sans nécessairement les faire souffrir. C'est quelque chose que Vincent avait développé dans le cadre là, du traitement des phobies. Donc, est-ce qu'on peut apprendre aux gens à réguler leur peur sans les confronter directement à l'objet là, de leur peur? Mais j'imagine que ce genre de résultat a un impact quand même grand dans la recherche en termes de comment est-ce qu'on va continuer l'étude de la douleur dans le futur. Oui, ça n'a pas été encore publié. Là. On est en train de soumettre l'article. Pour l'instant, c'est plus, disons, théorique. Là. Exploration. Ouais, je pense que c'est beaucoup Ouais, d'exploration au début, mais après, ça euh, commence de même. ouais, ouais, non, mais puis il y a quelque chose de peu pratique aussi à faire du neurofeedback, là, d'amener les gens 5 jours. Mais oui, Ouais. ça, ça ouvre des possibilités. Ça ouvre beaucoup de possibilités. Pour moi, c'était pas mal la seule limitation parce que je sais que faire un IRM, ça coûte très cher. Donc, peut-être dans le domaine clinique ou dans certains labos, c'est moins accessible, mais quand même, je trouve que c'est quand même un gros pas vers un futur un futur différent pour l'étude de la recherche ou même pour juste la compréhension de la douleur. L'étude de la Ouais. recherche, l'étude de la douleur. Ben, est-ce que vous aviez quelque chose que vous voulez dire pour la fin? Vous pouvez aussi nous dire où est-ce qu'on peut vous retrouver. Donc, votre Twitter ou n'importe quel endroit où est-ce que vous aimez communiquer avec les gens ou des trucs comme ça. Ou des ressources que vous voulez partager aussi pour les gens qui veulent comprendre un peu plus la douleur. Oui, j'ai rien d'autre à rajouter. Là. Merci beaucoup pour l'invitation encore, Berry. Merci. Puis la meilleure façon de me rejoindre, c'est vraiment par email. Ouais. Vous pouvez aussi aller voir mon site web là, sur le département de psychologie de l'Université McGill. Mhm. Est-ce qu'il y a des ressources parce que les personnes peuvent apprendre un peu plus sur la douleur, donc douleur chronique, douleur aiguë, des sites web ou des trucs comme ça que vous trouvez assez, comme on dit, accurate, qui sont pas un peu n'importe quoi, là? Oui, il y a un excellent site Ouais. qui a été développé par une équipe de l'Université Laval qui s'appelle Gérer ma douleur. OK. Donc, peut-être que Berry, tu vas être Je vais capable mettre de le le lien. mettre en lien. Mais c'est vraiment très, très, très bien fait. Puis, je recommande à tout le monde là, qui souffre là, de douleurs chroniques là, d'aller le consulter. Ah, mais c'est super. Donc, encore une fois, merci. Et pour les gens qui écoutent, si vous êtes chercheur et vous êtes intéressé à parler d'un sujet, vous pouvez toujours me contacter. Il y a mon email qui va être en bas.